Allez, madame, monsieur, merci de nous rejoindre sur Amani Radio et Télévision. Nous sommes de cœur avec vous qui nous suivez régulièrement sur toutes les plateformes numériques et vous nous suivez partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission Actu. Vous savez bien que dans Actu, nous réunissons les acteurs politiques du Lualaba pour débattre sur des questions qui font la une en République démocratique du Congo, pourquoi pas sur le plan international. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur une question tellement très cruciale. Vous le saviez très bien qu'en week-end, le Parlement angolais a autorisé l'armée angolaise de venir ici en RDC pour nécessairement appuyer les FRDC qui sont au front. Et donc nous nous posons la question de savoir ça sera pour quelle nouvelle donne par rapport à la situation de l'Est du pays. Et si cela est possible, est-ce que ça ne vient pas encore ajouter quelque chose, ou bien sur le plan financier? Et pourquoi tant d'accords comme ça? Madame, monsieur, c'est de ça qu'on va parler dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre partout en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attachement indéfectible que vous ne cessez jamais d'appuyer à cette chaîne de prédilection. Vous êtes nombreux. Et ici, sur cette table, nous réunissons également les analystes politiques du Lualaba. Avec eux, on va peut-être, ils vont donner leur point de vue quant à ceux. N'oubliez pas que ce sont d'ailleurs, ils font partie de partis politiques. En même temps, ils sont analystes des questions politiques. À ma gauche, j'ai Don Ziata. Il est analyste des questions politiques dans la province du Lualaba. Avec lui, on va analyser sur cette question. Et en même temps qu'il y a quelqu'un de LGD, vous connaissez bien que c'est un parti cher à Moïse, disons à Matata Mponyo, qui est avec moi sur ces plateaux. Nous allons avec eux analyser cette question pour que nous puissions nécessairement, madame, monsieur, éclairer les zones d'ombre qui règnent autour de l'avenue de l'armée ougandaise, angolaise plutôt, dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci aussi à la grande équipe qui est derrière moi, qui m'accompagne cet après-midi, afin que nous puissions tenir cette émission. Alors, merci à Michael Mouba, merci à Joël Ndala, merci à Gaël Lubamba pour la programmation, merci à l'ensemble de Amani Radio et Télévision. Bienvenue encore une fois de plus, madame, monsieur, dans ces débats. Je commence avec monsieur Don Ziata. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chouinard, et j'en profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Et je vous dis, je suis aussi coordonnateur national du mouvement des révolutionnaires baptistes. C'est une association sans but lucratif. Nous sommes là toujours dans le cadre de l'appui à la démocratie. En tout cas, j'aime bien quand il y a un débat démocratique. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais pour parler de la République. Cette association ou bien mouvement sans but lucratif est né quand? Et c'est depuis l'année passée que nous avons commencé avec ces mouvements, et nous sommes là. Dans peu de temps, vous allez nous recevoir sur ces plateaux pour que nous puissions vous expliquer une extension sur ce que c'est notre mouvement, et puis il y aura une sortie officielle d'ici peu. Et comme nous sommes là, nous parlons de notre sujet, j'aimerais que nous puissions entrer vivement dans ces dossiers pour que les Lualabais qui nous suivent à cet instant comprennent au moins les enjeux ou soit la situation qui se passe actuellement dans la République. C'est très important. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Lui, il s'appelle Monsieur Gauthier, Maître Gauthier d'ailleurs. Il est fédéral adjoint chargé de la communication au sein du parti LGD, parti cher à Matata Mponyo. Vous savez très bien que Matata Mponyo fut premier ministre en République démocratique du Congo pendant au moins 10 ans, si j'ai une bonne mémoire. Il est avec moi sur ces plateaux. Monsieur Gauthier, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Chouinard Ngoy. C'est moi qui vous remercie de
de l'invitation que vous m'avez accordée de me retrouver en ce lieu pour débattre des enjeux politiques et sécuritaires qui préoccupent au plus haut point notre pays. C'est pour moi un honneur de représenter le LGD. Oui, le parti cher au professeur Matata Ponyo Mapon à ce débat démocratique comme venait de le mentionner notre co-débatteur. Mais LGD en train de monter, c'est quoi le secret au juste? C'est parce que Matata Ponyo a imposé un peu son leadership au sein du parti? Quelque part oui, puisque derrière chaque grand mouvement, il se cache toujours un grand homme. Derrière chaque révolution se cache toujours un grand homme. Je suis tenté de vous parler de Mao Tse-tung, je suis tenté de vous parler de plus grands, notamment de Martin Luther King, qui ont impulsé de leur leadership des révolutions qui ont impacté le monde. Et le professeur Matata Ponyo fait partie de ces figures de proue en République démocratique du Congo qui sont bien évidemment très très importantes. Et c'est grâce à son leadership, bien évidemment comme il le prône, puisqu'il est lui-même, comme on l'appelle, le maître de l'école du leadership, et bien évidemment, c'est tout à fait normal que un monsieur qui prône les valeurs telles que la... Et surtout quand on commence avec la situation de Bukanga Lonzo, vous vous fâchez. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous allons répondre à ces questions avec sourire aux lèvres parce que l'opinion publique n'est pas la véracité des faits. Ce qui se raconte dans la rue ou dans les pensées communes, ce n'est pas la véracité des faits. Sinon, M. Matata, dans ce dossier, est indemne. Il est propre et sans tache. Voilà, merci beaucoup M. Ziata. C'est quelle actualité qui vous a d'ailleurs marqué durant la semaine, peut-être en week-end comme nous sommes déjà au début de la semaine? C'est quelle actualité que vous pouvez partager avec les téléspectateurs? Ah voilà, et je suis là, j'ai compati avec tous ceux qui sont dans les centres d'enrôlement, qui peinent pour obtenir des cartes électeurs. Vraiment, c'est très très important qu'il y ait une certaine surveillance à ce niveau-là. Et je viens de là d'ailleurs, moi-même je ne suis pas encore enrôlé, vous devez le savoir. Je suis en train de... Mais ça se clôture aujourd'hui. Et là, nous le savons très bien, l'autorité va s'en occuper. Et au-delà de ça, et vous savez ce qui nous intéresse ici au là-bas, d'abord ni Bunga, Bukari. Sans Bunga, cette émission n'aura pas lieu. Et voilà, et les gens doivent manger nécessairement. Jusque-là, il y a la léthargie, l'effervescence, nous ne savons pas où est-ce que nous allons trouver une solution palliative. Mais le gouvernement a déjà entamé encore quelques démarches. Et quand vous dites les gouvernements, nous ne devons pas être attentistes, nous devons avancer, nous devons penser toujours que le Congo ici ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Les mal que nous sommes en train de faire pour cette population, ça peut entraver le développement de notre pays. Vous savez, il y a un problème avec notre pays parce que nous voulons tout centraliser chez les chefs de l'État. Il y a eu la décentralisation, nous devons voir que ceux qui sont là, ils doivent être aussi des warriors au niveau provincial. Le ministre d'Agripel qui est là, il doit faire son travail. Il doit montrer que voilà, je suis là pour un travail. Quand il y a ça ne va pas, c'est comme qui dirait que nous tous nous dépendons de la Zambie. C'est comme qui dirait que le ministre d'Agriculture de la Zambie, c'est lui qui doit s'occuper de la situation en RDC. Alors que ce n'est pas bien. Pourquoi dans toutes les provinces, il n'y a pas cette situation seulement ici chez nous, dans l'espace Grand Katanga? C'est parce que nous ne voulons pas, c'est que nous puissions développer. Pourquoi nous ne voulons pas cultiver? Nous avons une terre arable. Pourquoi nous ne voulons pas y mettre des moyens? Nous sommes une province pilote et moi je crois à Madame Fifi Masuka. Avec le leadership. Mais il y a déjà les projets agricoles, de Moulomba. Monsieur Chouna, nous ne devons pas commencer les projets agricoles maintenant. Maintenant là, il faut acheter ce que les gens doivent consommer. Vous croyez que si on commence à cultiver aujourd'hui, vous allez consommer demain? Il faudra un temps. Et vous allez rester en famine pendant toute une année? C'est faux. Il faudrait qu'il y ait un travail de titan, qu'il y ait des belles négociations là-dessus pour épargner au moins la population. D'ici là, nous irons aux élections, c'est-à-dire nous allons sanctionner sévèrement. Si vous ne travaillez pas, nous, au sein de l'Union sacrée, s'il vous plaît... À cause de la farine, vous allez sanctionner les gens. Je vous dis, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Si vous négligez cela, c'est l'aliment des bases. Vous ne pouvez pas dire que à cause des farines, non. C'est l'aliment de base. Vous pensez qu'une maman là qui vend des amarandes pour retrouver la farine de maïs, c'est facile? Farine de maïs, c'est tellement coûteux qu'une maison que vous louez, la maison d'une pièce, c'est très important. Nous sommes en politique. Oui. Je suis au sein de l'Union sacrée. Le chef de l'État a dit il y a eu l'erreur de pilotage quelque part du Premier ministre. Il y a eu l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un travail de titan. Nous ne sommes pas contents. Et parce qu'à fin de compte, le bilan, on va nous le demander.
Ceux qui sont là dans les affaires doivent travailler sérieusement. Voilà, merci. Je pense que c'est très important. Monsieur Gauthier, d'ici là, il y a la solution, comme vous venez de le dire, pour épargner une information que vous pouvez partager avec les téléspectateurs. Eh bien, moi, je vais tout simplement rebondir sur ce que venait de dire M. Don Ziata, ce avec quoi je ne suis totalement pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le bilan de l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée qui est au pouvoir. Vous ne pouvez pas nous parler d'aller sanctionner des gens que vous avez vous-même mis au pouvoir. Le gouvernement actuel de Mme Fifi Masuka. Et s'il y a des électrons qui ne semblent pas s'accorder avec la vision du chef, mais le chef... Il faut les écarter. Mais très exactement. Mais nous attendons les réponses sur le terrain. On n'a pas besoin de dire qu'on va aller... C'est le bilan de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée ne va pas partager ce bilan avec quelqu'un d'autre. Au jour actuel, si on a un problème de défaillance en approvisionnement alimentaire, on ne va pas pointer du doigt quelqu'un d'autre. Eh bien, il a parlé de la décentralisation du pouvoir. Mais nous sommes bel et bien dans cela. Nous sommes bel et bien dans cela. Et aujourd'hui, on ne va pas imputer ces problèmes au niveau national, au niveau provincial. Que fait-on? Mais c'est une situation qui sévit dans l'espace Grand Katanga quand même. Grand Katanga, exactement. Mais nous sommes dans quelle province? Nous sommes dans la province du Lualaba. Et dans la province du Haut-Katanga, il y a le même problème qui ressurgit. Et ce gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial du Lualaba ou celui du Haut-Katanga, et ils sont trempés, mouillés dans l'Union sacrée. Ce sont des fraîchement moulus de l'Union sacrée. Voilà, alors on ne peut pas nous dire qu'on ira sanctionner des gens que nous on a placés. Parce que c'est eux qui ont formé... Voilà, je pense que ce n'est pas les sujets du jour. Oui, quand même, c'était un mot introductif par rapport à cette émission. Alors on va commencer notre débat du jour. La thématique d'ailleurs est affichée au bas de votre écran. Vous qui nous prenez en diffusion, veuillez participer au 097 822 72 45, 097 822 72 45. C'est les numéros auxquels vous pouvez nous atteindre plus facilement. Monsieur Don Ziata, je commence avec vous. Le Parlement angolais a décidé que 500 soldats de l'armée angolaise viennent appuyer les FRDC dans l'Est du pays. Comment jugez-vous d'abord la décision dans un premier temps du Parlement angolais? C'est vraiment une décision à applaudir pour nous parce que Angola n'est pas un nouveau allié pour nous. Et il y a bel lurette que l'Angola a contribué pour que nous puissions avoir la République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous devez le savoir, depuis 1996, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, Angola a appuyé d'une manière logistique. Et si vous allez à Brazzaville, déjà vers les années 1998, Angola était là aussi pour intervenir. Je vous dirais déjà que c'est un allié vraiment stratégique pour l'Afrique centrale. Et ce sont des membres des SADC. Nous devons travailler ensemble. Quand nous sommes touchés, vous devez avoir des voisins capables d'intervenir par rapport à une situation. Vous vous retrouvez dans une maison, la maison brûlée, et vous avez un voisin qui ne sait pas intervenir. C'est déjà un sérieux problème. Si l'Angola acceptait, c'est parce que nous et l'Angola, nous avons vraiment des très bonnes relations, parce que ça a été fauché. Pourquoi? Avec les problèmes de limitation des limites pétrolières, qu'on avait connu des problèmes dans le régime passé, mais ça a été arrangé avec le président de la République. Maintenant là, nous sommes rassurés qu'avec l'intervention de l'Angola, parce que les Angolais n'ont jamais échoué en Afrique centrale, et vous devez le savoir, s'ils sont là, parce que les deux camps, il y avait toujours des tendances. Celui-ci dit non, c'est les Congos qui nous attaquent, les Congos, la RDC nous disent non, non, c'est les Rwandais, les autres, non, non, c'est les M23, c'est les FDLR, et comme ça. Et l'Angola, comme jouait déjà la médiation, il fallait effectuer une descente sur terrain. Il ne faudra pas rester seulement dans les indices. Il faut avoir des preuves palpables. L'Angola est là. Mais ça sera pour quelle nouvelle donne par rapport à la situation de l'Est? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs troupes qui sont venues en RDC pour la même situation. Rien ne change. Mais ce n'est pas un problème, M. Chouna. Quand vous avez un problème, vous devez avoir 1000 solutions à une situation. Vous ne devez pas vous arrêter. Non, parce que je me sens mal, il faudrait seulement Dr John. Non, non, ça ne se passe pas ainsi. Il faudrait qu'il y ait des gens capables, ça et là, pour intervenir à une situation. Peut-être
les problèmes que nous avons, c'est Angola qui peut nécessairement nous soutenir parce qu'on n'a pas commencé notre relation avec Angola. L'Angola n'a jamais échoué ici en RDC. Il a intervenu aux côtés de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons senti qu'aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie que nous parlons parce qu'il y a eu l'intervention de l'Angola. Au-delà de ça, même la formation de l'Angola et plutôt de la police que nous avons aujourd'hui, même de l'armée, au début, Mouzé avait fait appel aux Angolais pour qu'il y ait la formation militaire et policière pour la République démocratique du Congo. Depuis que les Angolais ne sont plus là, parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des tractations, et nous sommes en train de perdre de plus en plus. Et comme nous leur faisons confiance, nous sommes encore dans la reconstitution de notre armée. On ne peut pas refuser celui qui veut nous porter main forte pour qu'il y ait le développement, pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. Vous savez que ce que nous sommes en train de vivre ici au Katanga, nous sommes très à l'aise, mais nos frères de l'Est souffrent. Quand il y aura la présence de ces Angolais-là, ils seront aussi... Ce n'est même pas pour gérer encore des zones tampons comme l'armée de l'ESC est en train de le faire, parce que nous voulons quelqu'un qui peut nécessairement venir en appui les FARDC pour que la solution, pour que la paix revienne dans l'Est du pays. Vous devez savoir que quand nous parlons de l'armée, c'est une matière tellement sensible où l'on ne peut pas annoncer tout à la télé. Il faut limiter à quel niveau la communication à ce qui concerne la matière sécuritaire. On ne peut pas parler de la communication comme qui dirait que nous sommes en train de parler des mais ceux qui nous suivent dans l'Est du pays veulent aussi être informés. Ils ont besoin de l'information. Ils seront informés à un certain niveau, mais non pas leur dire toute vérité dans la matière sécuritaire. C'est-à-dire, à un certain niveau, ils seront communiqués, ils vont voir ces gens-là et ils verront qu'il y aura la paix, il y aura le rétablissement de la paix à l'est du pays. Mais on ne peut pas leur dire tout ce qu'ils vont faire là-bas. Et même vous et moi, nous ne sommes pas encore au courant de tout ce qui va se passer là-bas, mais nous savons que les souhaits de tous les Congolais, les souhaits de vous et moi, c'est de voir encore la paix à l'est du pays, parce que c'est possible. Voilà, Maître Gauthier, comment est-ce que vous avez jugé lorsque le Parlement angolais a jugé bon d'envoyer le 500 soldats en RDC? Vous trouvez que c'est une bonne décision? Et comment est-ce que vous avez accueilli cela? Eh bien, pour moi, ça a été un désarroi total quand j'ai appris cette nouvelle, parce que cette solution ne sera pas salutaire. J'aimerais, en passant, ramasser quelques incongruités que je viens d'entendre. La mission rwandaise, angolaise, allais-je dire, en République démocratique du Congo, n'impliquera pas du tout les opérations de combat. Elle n'impliquera pas les opérations de combat. Elle se limitera seulement à superviser le processus de désarmement et de réintégration du mouvement M23. Donc, il n'y aura pas de coup de canon qui sera tiré par l'armée rwandaise. Il n'y en aura pas. Et aujourd'hui, il faut savoir c'est quel nombre qui est venu. Le contingent angolais qui vient dans notre pays. Mais on a précisé que c'est 500 soldats. Il y a 500 soldats angolais qui sont venus. L'armée congolaise regorge combien d'hommes actifs à ce jour? C'est plus de 150 000 hommes. Aujourd'hui, l'armée congolaise est classée 8e en Afrique. Reprenez-moi si cette information est fausse. L'armée congolaise est classée 8e en Afrique. C'est plus de 150 000 hommes. Et on ne parle même pas de ceux qui sont inactifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas les retombées positives qui peuvent... Une mauvaise décision pour vous? Très clairement, parce que déjà, il y a eu le contingent de l'EAC burundais qui sont venus. Les militaires burundais sont venus, venant de l'EAC. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus pacifier l'Est, mais sur le terrain. Avez-vous entendu une nouvelle? Vous êtes journaliste d'investigation. Une seule nouvelle disant que des terres ont été récupérées parce qu'il y a eu coup de feu entre les troupes de l'EAC et les rebelles du M23. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Mais c'est clair comme l'eau de roche que ces opérations ne vont mener à rien jusqu'ici. Mais moi, je suis plutôt favorable pour ce plaidoyer du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, la communauté, tant nationale qu'internationale, est persuadée que le Rwanda est le principal financeur du mouvement M23. Et le président de la République l'a si bien étayé que nous devons nous ranger derrière ça. Eh bien, l'opposition n'est pas tout rejeté en bloc. Le prédécesseur du président Félix a conclu un accord avec M. Kagame, M. Paul Kagame, le président actuel du Rwanda, en juin 2012.
Mais pendant que vous étiez en train de gérer aussi à l'époque. Hein. Qui a conduit à l'effritement de ce mouvement, mais qui est revenu. Moi, j'ai envie de dire une chose. Il ne faut pas qu'on ne puisse pas tirer des leçons du passé. Il faut tirer les leçons du passé. Et vous savez, à ce sujet, il y a un auteur que j'affectionne beaucoup. C'était l'ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill. Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il disait que un peuple qui oublie son passé est appelé à le revivre. Cet accord, bien sûr, après il y a eu effritement du mouvement M23 qui s'est scindé en deux. Une partie est allée au Rwanda et une autre partie est allée au Burundi avec le sultan Makinga, qui sont revenus et qui sont en train de sévir actuellement. Et quand on nous amène le contingent burundais, permettez que logiquement nous puissions leur accorder un certain discrédit, puisque sur le terrain rien ne se passe. Et actuellement, revenir... Il y a l'armée de l'EAC aussi qui est sur place en train de gérer les zones tampons. Mais aujourd'hui, mettons-nous dans ces petits peuples, dans ces citoyens lambda de l'Est, qui voient des troupes défiler devant eux, qui voient des tenues différentes. Aujourd'hui, vous voyez les militaires congolais. Demain, vous voyez les militaires angolais. Puisqu'ils seront en contact, certainement. Certains sont en train de fuir. Aujourd'hui, la RDC fait partie des top 5 pays comptant les plus d'immigrés. Et on ne sait plus à quel sens c'est vous. Et moi, je me mets un peu à leur place et comme je l'ai dit, c'est avec chagrin que je reçois cette nouvelle. Je ne pense pas que ce soit salutaire. Le président de la République, moi, je pense qu'il devrait se tourner plus tôt. Et le gouvernement, parce qu'on ne va pas toujours engager la personne du président de la République. C'est une personne très importante. Le gouvernement, chapeauté par le chef du gouvernement, qui est notamment le Premier ministre, devrait plus s'intéresser à la question de cette résolution de conflit par les Congolais, puisque ce conflit... Un dialogue entre les Congolais. Eh bien, moi, je ne suis pas pour les dialogues. Dans ce pays, on en a connu beaucoup. Les accords de Nairobi, on a connu beaucoup de protocoles d'accords. Je vous ai parlé de plusieurs autres. Et d'ailleurs, dans cet accord de Nairobi, les rebelles du M23 l'ont sapé. Ils ont craché sur sa sacralité. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un cessez-le-feu qui a été déclaré dans cet accord. Et le mouvement du M23 n'a pas du tout respecté ce cessez-le-feu. Ils sont en train de continuer leur massacre. La boucherie continue encore dans l'est du pays. Et vous pensez qu'aujourd'hui, parce que les 500 Angolais, les quelques 500 Angolais... Mais ils sont venus aussi pour faire respecter l'accord de Luanda. Faire respecter un accord qui n'a pas été respecté dans les formes. Sur le fond, c'est très compliqué, monsieur. C'est très compliqué, puisque ces 500 militaires peuvent contenir quelle surface? Quelle étendue peuvent-ils nous dire aujourd'hui qu'ils peuvent couvrir? Avec quel matériel? Ils vont utiliser le matériel de l'armée congolaise. Qui se trouve être défectueux, puisque nous étions quelque peu sous embargo, même si nous importions tout de même les armes, ça se faisait toujours. Et aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas une solution salutaire. Nous devons nous tourner vers autre chose. Et je pense qu'à la fin de ce débat, j'aurai le temps de faire des suggestions qui pourront peut-être tomber dans les oreilles. Voilà, je vais revenir à vous, M. Donziata. Ne voyez-vous pas qu'avec la multitude d'accords qu'on est en train de signer, ça peut avoir un jour des répercussions sur notre pays. Et en même temps, vous nous amenez 500 soldats pendant qu'il y a l'ASC qui est encore dans la partie Est, il y a d'autres contingents qui se retrouvent. Ça ne peut pas peser sur notre budget. Mais c'est sûr, je crois que ceux qui nous suivent doivent comprendre certaines choses. Cela ne veut pas dire qu'une fois que vous vous retrouvez dans l'opposition, vous devez vous opposer à tout. Parce que demain ou après-demain... Vous parlez de LGD. Ces pays. Oui, vous parlez de LGD. Je ne vais pas citer les noms des partis politiques. Nous parlons des débats républicains, c'est très important. Et je crois que quand mon co-débatteur a dit que c'est les désarrois, et il a dit la réintégration des M23, qui vous a dit qu'il y aura la réintégration des M23 dans ces pays? Vous le savez très bien que le Congo, ce n'est pas un pays à part entière. C'est-à-dire, nous sommes dans un système. Nous devons travailler avec les autres. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas de dialogue? Est-ce que vous pouvez gérer un pays sans dialogue? Vous pouvez gérer un pays sans coopérer avec les autres? Sur tous les plans, même sur le plan économique, même sur le plan sécuritaire, nous sommes obligés de travailler avec d'autres pays. C'est très très important. Nous ne pouvons pas monter sur les plateaux et saper toutes les décisions que prend les chefs de l'État. C'est vraiment absurde. Nos voisins sont en train d'envier notre pays. Pourquoi encore faire avec eux des dialogues et conclure des accords? Vous devez comprendre que c'est ce que je vous ai dit tantôt. Les accords, ça dépend d'une situation à une autre. Nous sommes dans un état de guerre.
je pense que mon co-débatteur n'a pas compris quelque chose. Quand vous dites que vous citez le nombre des militaires, mais vous ne savez pas, ils sont là avec quel type d'armes. Même si vous parlez, non, ils vont utiliser les nôtres. Qui vous a dit qu'ils vont utiliser les nôtres? Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a certaines stratégies dans l'armée. On ne peut pas exploiter cela au grand jour, que tout le monde comprenne toutes les stratégies possibles. Je peux être quelque part, on me dit, voilà, les Angolais vont se retrouver à tel coin, tel coin, tel coin. Je ne peux pas être là pour annoncer tout ce qu'on m'a dit à la télé. C'est très important, nous devons sécuriser notre pays. Nous avons l'habitude, parce que je me retrouve dans l'opposition et je dois être ennemi du pouvoir. Ça ne peut pas se passer ainsi. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que ceux qui ont géré ces pays hier, aujourd'hui, ils veulent devenir les donneurs de leçons. Les Batilukwebo quand même. Quand vous parlez des Batilukwebo, vous devrez savoir quelque chose. Et les Matata Mpognon, on n'est pas... Batilukwebo n'était pas quelqu'un qui prenait des décisions dans le Conseil des ministres. Je vous ai déjà dit, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a les derniers mots avec son gouvernement. Mais quand vous dites que c'est Batilukwebo, qui était Batilukwebo? Il était en train d'animer un ministère. Et quand vous animez un ministère, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et puis vous dites que voilà, je vais réaliser ceci, cela. Ça doit passer par les conseils des ministres. Votre proposition, une fois qu'elle est acceptée par les conseils des ministres, ça cesse d'être votre proposition et ça devient un projet du gouvernement. Le projet du gouvernement est animé par le Premier ministre et ses collaborateurs. Donc il faut cesser de victimiser. Mais si travaillait mal, on l'aurait aussi limogé ou bien l'aurait remplacé, mais là, pratiquement épuisé le mandat du président honoraire, disons, Kabila. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Si vous travaillez dans une société et que vous faites votre part, le manager qui est là, il voit que ce que vous faites là est bien et vous continuez. Si Kabila, il avait considéré que Batilukwebo n'était pas un bon gestionnaire, il ne savait pas faire son travail, il allait limoger Batilukwebo il y a longtemps. Vous le savez très bien. Si nous avons des institutions capables aujourd'hui de régénérer des recettes, Batilukwebo a contribué à cela. Nous ne sommes pas dans un débat pour vous expliquer. Voilà, que continuez avec votre intervention. Parce que ça nous concerne nous tous. Nous devons cesser cette politique de condamner les chefs de l'État, de condamner ceux qui sont dans les pouvoirs. C'est le moment de nous mettre main dans la main pour que nous puissions protéger ces pays. Parce que même après, celui qui est là, celui qui viendra après n'aura pas une autre République démocratique du Congo, j'arrive, il va gérer le même pays. Et quand vous êtes là, vous ne pouvez pas venir avec un discours populiste. Tout ce qu'il fait, ce sont des désarrois. Il va réintégrer, il va faire ceci, patati patata. Non, non. Nous avons déjà quitté la politique de chercher à être considéré dans la population. C'est pendant que nous savons que Boukangalonzo, vous avez échoué. Les gens souffrent aujourd'hui parce que vous étiez à la base de ça. Aujourd'hui, nous cherchons une solution pour que nous puissions bouter dehors nos ennemis. Les M23 ne sont pas nos frères. Est-ce que vous prenez ce que les opposants, aujourd'hui nous avons plusieurs opposants en RDC, est-ce que vous prenez en considération ce que les opposants proposent comme piste de solution? Est-ce que d'abord dans parce que ce sont eux qui ont géré à l'époque et vous gérez aujourd'hui. Oui. Dans ces pays, nous n'avons pas une opposition. Nous avons des mécontents. Nous avons des gens qui veulent chercher les pouvoirs. Il n'y a pas une opposition. Vous avez géré, vous n'avez pas su répondre aux difficultés de la population. Et vous revenez avec une casquette des opposants et vous croyez que nous sommes deep encore. Moi, je crois que après 3 cycles électoraux, les Congolais doivent comprendre que fini les discours du genre non, moi je vais faire encore mieux. Il y a des mécontents qui ont vendu des armes, les fournisseurs des armes. Aujourd'hui, ils veulent revenir pour diriger ces pays. Il y a eu des gens qui ont fait des guerres à l'est du pays. Et ils ont vraiment du sang dans leurs mains. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'opposition. Vous allez croire encore à ces gens-là? Moi, je pense que si vous avez perdu quelqu'un dans la famille, avec les gens de RCD, à l'est du pays, vous ne pouvez plus croire à les juges arrivent, à ceux qui se disent opposants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons nous regarder face à face, c'est dire que voilà, le président est là, le président de la République est là. Même si vous êtes mécontent, venez donner des propositions pour que nous puissions quitter dans cette situation. Il ne faudra pas venir puis appuyer en appui aux M23 pour dire que voilà, ce qu'ils font, voilà, ils ont échoué, voilà. Non! Ceux qui souffrent à l'est du pays, ce sont nos frères. Mais vous qui étiez dans l'opposition, ceux qui ont été dans l'opposition disaient que ceux qui sont dans la majorité ont complètement échoué. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, rien ne change, ça devient encore pire. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont échoué. C'est tellement dangereux quand vous dites que rien ne change. Vous savez, vous connaissez Edouard Mangachoucho.
il a travaillé avec Kabila durant 18 ans, il n'a jamais été inquiété. C'est avec la venue du président Tshisekedi que l'on sait voir tel fait quoi dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous savons cibler qui est en train de fournir les rebelles à l'est du pays. Parce qu'ils ont été protégés par l'ancien régime. Vous devez saluer cela parce qu'aujourd'hui, nous sommes rassurés que nous contrôlons tout ce qui se passe dans la République. Ceux qui fournissaient des armes à l'est du pays. Imaginez un opposant qui a fourni des armes. Un opposant, fournisseur, un vendeur d'armes. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais il revient pour vous dire que moi je vais diriger ce pays. Où est-ce qu'il a vendu ses armes? Il est capable de produire encore des groupes rebelles, même à l'est du pays, même ici au Katanga. On a connu l'avenir des Gédéons pendant qu'ils étaient là aux affaires, ils n'ont rien fait. Quelqu'un qui vous dit, vous êtes venu, je ne sais pas moi, des mobile consorts, fallait nous signaler pour que nous puissions vous recevoir. Quelqu'un qui peut recevoir les rebelles, vous croyez en lui. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un président congolais des pères et des mères qui nous dit, voilà, venez vous tous, nous voulons travailler pour la République démocratique du Congo. Maître Gauthier, regarder celui qui voilà, je vais revenir à vous, Monsieur Donziata, je vais revenir à vous. Maître Gauthier, vous avez tendance à tirer tout à boulet rouge parce que vous avez géré à l'époque, quand même vous avez trouvé quelques solutions. Aujourd'hui, c'est parce que vous êtes opposant, vous ne proposez pas des pistes de solutions, vous êtes là que pour critiquer à mal tout ce qui se passe. Pas du tout, pas du tout. Loin de là, quand même, ne dites pas que nous sommes là pour critiquer et quand nous avons géré, rien n'allait. Je n'ai pas envie de vous rappeler le passé. Aujourd'hui, nous savons que le mouvement M23 avait pris fin à l'époque du règne de l'ancien président. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de jeter des pierres sur l'actuel président de la République. Loin de là. Je ne sais pas si on comprend l'esprit de mon discours. Je suis en train de dire qu'il est en train de mener deux démarches à la fois. L'une est en train de réussir et l'autre ne réussit pas. Je ne vais pas me vautrer dans ces balivernes de qui a géré hier, qui est aujourd'hui fait ceci. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus besoin de savoir ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on a besoin de sécurité. On a besoin d'autosuffisance alimentaire. Mais donc Ziata a dit tout à l'heure là que vous étiez impliqué dans tout ça. Non, écoutez, c'est facile de faire des affirmations gratuites, mais d'en apporter la preuve, c'est quelque chose de très difficile. Même que vous et moi, nous ne pouvons pas, c'est l'apanage de la justice. On ne peut pas se permettre de venir sur un plateau de télé, de dire que tel a fait ceci, de dire que tel a fait cela. Mais il n'a pas cité quelqu'un. Oui, mais il y a des sous-entendus. Et moi, je ne me sens pas visé. Je suis dans ma quiétude. J'aimerais revenir à notre débat pour ne pas m'attarder sur ce qui n'est pas constructif. J'aimerais aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il n'y aura pas réinsertion. Moi, je suis choqué d'entendre ça. Parce que dans ce pays, on a vécu des atrocités. Mais je vais vous rappeler, je ne vais pas faire des détours, ça va être dans un langage clair et limpide. Je ne vais pas chercher mes mots. La procédure de 1+4, c'était à l'occasion de quoi? Le 1+4, cela n'a jamais été fait dans le monde. Thierry Michel venait de passer récemment le film L'Empire du Silence. C'est des procédures que l'on ne trouve qu'au Congo. Écoutez, moi je suis choqué d'entendre certaines choses. Le 1+4, c'est des chefs rebelles qui combattaient à l'est du pays. Je n'ai pas envie de citer les noms. C'était une méthode appliquée par Joseph Kabila pour pacifier les pays. Évidemment. Que je fustige. Puisqu'on est en train de parler de ces mêmes personnes, il y a des généraux qui ont été promis. Il y a des chefs, des sanguinaires. Les 1+4, je m'y attarde un peu. Je suis en train d'en parler. On sait qui ont été nommés. Qui avaient été 4 vice-premiers présidents. Quel statut ils avaient avant et quelles atrocités ils avaient perpétrées dans ce pays. Combien de généraux, vous les connaissez, ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'attarder sur cette question, parce qu'après, il y aura un rapport mapping qui va sortir. C'est des questions, bien sûr qu'il ne faut pas enterrer, mais il faudrait revenir avec sûreté là-dessus. On ne peut pas s'amuser avec l'avenir d'une nation aussi témérairement, aussi facilement. Quelqu'un qui verse le sang, quelqu'un qui tue, mais vous le prenez, vous le mettez vice-premier président. Pour quel avenir dans ce pays? Pour quel avenir? Et puis, moi je suis choqué d'entendre qu'on est en train de me dire ici, non, il n'y aura pas réinsertion, il n'y aura pas ceci. Quand vous allez dialoguer avec le M23, entre nous, c'est pour faire quoi? Je vais parler sans langue de bois. Quand on négocie avec le M23, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'il dépose les armes, n'est-ce pas?
après qu'ils aient déposé les armes. Quelles sont les réclamations du M23? Il faudrait revenir à la base. Quelles sont les réclamations du M23? Vous pensez qu'ils vont rester des citoyens lambda comme nous? Peut-être même à vivre, à joindre le début du mois avec difficulté. Ces gens qui sont financés dès le départ, je ne pense pas. Et je ne pense pas que l'avenir d'une nation doit se prendre de manière aussi téméraire. Mon co-débatteur, moi je sais que le président de la République... Mais pourquoi est-ce que vous prédisez toujours sur l'insertion? Écoutez, mais il y a... C'est ce qui est retenu dans la... Écoutez. Documentez-vous, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, dans ce pays, le nôtre, il y a un programme qui s'appelle DDRC. Et c'est un programme du gouvernement congolais. Il n'est pas vieux, il est actuel. DDRC, démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. L'un des mécanismes pour rétablir la paix dans l'Est. Exactement. Mécanisme qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Qui n'a jamais fonctionné. Oui, réinsertion sociale, d'accord. Mais que ce chef rebelle, puisqu'ils ont des réclamations, ils ont de l'ambition, on ne peut pas accéder à toutes leurs demandes. Je ne dis pas que le président de la République a accédé à ces demandes. Moi, je réponds au fait qu'il n'y aura pas... réinsertion. Oui. Il y aura réinsertion, mais il faut voir quel domaine. Puisque, écoutez, les désaccords entre les belligérants ont toujours été sujets à quelque chose. Mais s'il y a encore réinsertion dans cet accord, ça ne peut pas encore nous créer des problèmes à la longue. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre le terme réinsertion de manière crue, parce que c'est comme ça que mon co-débatteur prend ça. On ne prend pas le terme réinsertion de manière crue, ça veut dire qu'on va les réinsérer dans l'armée, non. On va les réinsérer socialement. C'est aussi possible que cela se fasse. C'est aussi possible. Mais moi, je suis en train de parler du fait que dans le passé, les moyens qui n'avaient pas fonctionné, aujourd'hui, risquent de ne pas fonctionner. On en a fait l'expérience, on a tiré des leçons. Et vous savez, la sûreté intérieure, la sécurité intérieure et territoriale, c'est l'un des attributs pour affirmer la souveraineté d'un État. On ne peut pas se dire État si on ne peut pas affirmer la souveraineté. Emmanuel Macron, lors de sa récente visite, a dit au président de la République que nous n'avons pas été... Moi, je suis congolais. Et dans le droit de la charte des Nations Unies de l'autodétermination, nous devons nous autodéterminer en tant que Congolais. Et nous sommes Congolais. Il nous appartient de prendre notre destin en main. On ne peut pas sous-traiter un domaine comme la sécurité. On ne peut pas le sous-traiter. Écoutez, aujourd'hui, on a des problèmes en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Avez-vous vu les contingents français partir? Ils sont partis, mais ils sont revenus. On est en train de financer cette guerre pour que l'Ukraine semble avoir gain de cause. On ne sous-traite pas ça aussi facilement. Quand on sait que dans ce pays, au Congo, nous avons eu la plus grande mission onusienne au monde, c'est au Congo. Le Conseil de sécurité a dit que la solution ne proviendrait pas de nous. Exactement. Et nous l'avons compris trop tard parce qu'on a placé nos espérances de là. La plus grande force onusienne était déployée là-bas. Ce n'est pas 500 hommes qui vont venir terminer cette guerre, s'il vous plaît. Et ce n'est pas... C'est les Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi nous prenons plus des solutions autre. C'est pourquoi, parce qu'il a parlé de faire des propositions. Nous allons faire ces propositions. Parmi lesquelles la formation des troupes congolaises, l'équipement des troupes congolaises. Il faut qu'on ait une armée au sol, une armée de l'air. Il faut que nous ayons de l'artillerie lourde pour répondre. Et aussi l'unité de commandement. À l'Est, nous avons plus de 4 pôles, 3 pôles de commandement. On ne sait pas qui commande. Le président de la République l'a dit lui-même. Et je le soutiens à ce sujet. Il y a certains généraux dont la loyauté est tout de peu inquiétante. On ne sait pas s'ils sont réels parce qu'ils avaient été anciens chefs rebelles. Je venais de le dire ici. Le président était à l'Est de la République. Mais c'est à l'époque, c'est Matata Mponyo qui fut... Non, l'année dernière. Laissez-moi terminer le fil de mon idée. L'année dernière, le président était bien évidemment à l'Est de la République. Et il a fustigé le fait que dans l'armée, il y avait des infiltrés. Vous le savez, je le sais. Et il a demandé de les démanteler. Il n'y a pas d'unité de commandement. Et ce combat, moi je le salue. Chapeau bas, je le salue. Mais quand même, on ne doit pas rester sur les... Avec les Congolais. Ça, c'est notre plus grande préoccupation. Il ne doit pas se faire... Oui, on ne peut pas vivre en autarcie, il vient de le dire. On n'est pas un pays à part et tout. Nous vivons dans le monde. Et les coopérations bilatérales, latérales, dans la sous-région, j'en prends compte, bien sûr. J'en prends compte. Mais les défis sécuritaires se règlent par les peuples d'un pays. Vous avez vu la guerre,
le génocide entre Tutsi et Hutu. Vous avez vu les Angolais aller là-bas? Ils ont réglé leurs conflits aujourd'hui, même s'il y a toujours des conflits qui ressurgissent. Les FDLR et j'en passe. Mais aujourd'hui, dans notre pays, oui, on peut accepter l'aide de l'Angola. Ils peuvent nous fournir. Même pas des soldats. On n'a pas besoin de ces soldats. Pourquoi? On a 150 000 hommes dans ce pays. On est une population de plus de 100 millions d'habitants. Et 62% de cette population, c'est des jeunes, ce ne sont pas des vieux. C'est nous les jeunes. Le service national, il a même été rendu obligatoire. J'ai salué cette décision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut venir me prendre, moi, jeune de LGD, va pour le service national. C'est possible. C'est possible. Et ça a été fait, bien évidemment. Alors, on n'a pas besoin que les forces étrangères viennent sur ce terrain, chez nous, et on sait que le prix... Bruno Attanasio, l'ambassadeur italien, était dans ce pays, à l'est de la République. Il a été tué. La mission onusienne était là. Moi, je ne pense pas que ce sera ces Angolais qui viendront terminer ces hostilités. Elles datent d'un peu plus longtemps. Et d'une manière ou d'une autre, certains États vers lesquels nous nous tournons ont une main cachée derrière tout ça. Et des intentions, bien évidemment, cachées, en train de convoiter nos ressources minérales. Nous le savons. Voilà, merci beaucoup. Donc, Ziata, comme vous appuyez et vous êtes pour l'avenue de l'armée angolaise en RDC, à quoi doit s'attendre la population? Est-ce ça sera toujours de pleurs ou bien la solution peut venir directement et la paix règne dans l'est du pays? Monsieur Chouinard, je dois revenir à ce que disait mon co-débatteur, parce que j'ai mis ça en face d'un prophète des malheurs pour ce pays, parce que lui, il ne voit que le mal, rien ne va changer. Il utilise les mots du genre désarroi, réintégration, et je ne sais pas moi, pour lui, mais il a explicité tout ce qu'il ça. A expliqué là, il n'est pas mieux placé pour expliquer la sécurité en République démocratique du Congo. Il y a des stratégies, il y a des stratégies. Moi, je crois que quand vous parlez des désarrois et consorts, je vous dis que vous êtes resté dans la négativité. Alors que pendant que nous parlons, vous et moi, nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas rester seulement avec des hypothèses du genre que ça ne va pas aller. Qui vous a dit que ça ne va pas changer? Et voilà, il faudrait que les généraux viennent ici pour vous expliquer, voilà ce qu'on a préparé, voilà comment est-ce que ça va passer, les scénarios in extenso. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons. Mais il y a des troupes ougandaises, qui sont venues. Je vous dis, malgré ces troupes-là, il y a une organisation à ce niveau-là. Ne pensez pas que... S'il vous plaît, nous parlons patientez. Et vous n'avez pas la police des débats, vous devez laisser aujourd'hui. Je sais. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, quelque part, nous devons comprendre que là, sur terrain, tout ce qui se passe sur le terrain, ça ne doit pas être publié et que ça soit connu de tous. Non, il y a des stratégies internes. Je suis né d'une famille militaire et je connais comment... Mais vous avez suivi la population de Goma en train de se plaindre. Un papa général, il ne vous dira pas tout ce qu'il voit au front. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont cachées. Nous devons croire seulement à nos autorités. Des stratégies qui sont sur place, vous ne savez pas. Est-ce que les autorités qui sont là, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la sagesse, et nous croyons que ceux qui viendront demain, ce sont ceux-là qui vont changer, ce sont ceux-là qui vont placer la paix dans notre pays. Non. Nous devons croire à ceux qui sont là, nous devons les accompagner. Ici, au Lualaba, nous avons recruté... S'il vous plaît, il a parlé... 150 000 hommes, des troupes et consorts. Ici au Lualaba, on a recruté combien? On a cherché seulement avec la situation des recrutements avec le service national, ça créait des problèmes parce que nous voulons tout politiser. Et voilà, le chef de l'État a pris un engagement solennel que nous connaissons tous. Les troupes angolaises seront là et nous devons entendre ce qui va arriver après. On ne peut pas condamner une équipe qui arrive. Déjà, vous, selon vous, vous pensez qu'ils vont échouer. Voilà ce qui s'était passé hier. Aujourd'hui encore, ils vont échouer. Mais quand même, il y a plusieurs troupes sur notre territoire qui sont prises en charge par l'État au lieu d'allouer le montant à l'armée. Qui est même 10 000 troupes. À ce moment ici, c'est l'urgence. Nous voulons à tout prix qu'il y ait la paix à l'est. Vous savez bien qu'on est en train de chercher aussi l'argent. Et voilà, aujourd'hui, quand nous voyons que la RDC est le premier pays producteur de coltan, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque part un travail à l'est du pays. Vous devez savoir cela. Vous ne devez pas oublier ce qu'il y a du positif pour ne parler que de ce qu'il y a du négatif. À ce moment ici, nous ne pouvons pas
tirant encore des boulets rouges au chef de l'État ou soit au gouvernement en place. Nous devons les soutenir, nous devons corriger certaines choses ensemble. Quand il y a la guerre, nous devons cesser d'être de l'opposition ou de la majorité. Nous sommes Congolais, on nous attaque. C'est ce qui s'est passé à Kinshasa. Je vous dis toujours, à l'est du pays, les jeunes de l'est du pays sont souvent complices des guerres de l'est. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'arrivent pas à dénoncer ce qui se passe à l'est du pays. Ici au Katanga, pourquoi il y a la paix? Nous sentons qu'il y a la solidarité. Malgré nous avons nos problèmes politiques, mais nous sentons vraiment qu'il y a la rationalité. Nous comprenons que nous n'avons qu'un seul pays. Mais si vous allez à l'est du pays, que ce soit les députés de l'est, que ce soit les généraux de l'est, sont impliqués dans cette situation. Malgré nous sommes en train de parler ici au là-bas, mais ils savent ce qui se passe là-bas. Si vous allez... Si nous savons très bien, monsieur Ziata, je ne vous coupe pas la parole. Si vous savez bien que c'est dans l'armée où il y a des infiltrés, pourquoi ne pas assainir d'abord l'armée et puis commencer à appeler les autres à venir aider la RDC? On ne peut pas assainir l'armée seulement avec les indices. Si je vous ai dit tantôt, dès le sommaire de cette émission, c'est-à-dire il faudra suivre ce qui se passe réellement à l'est du pays. Qui fait quoi? Vous ne pouvez pas vous réveiller avec les indices et vous commencez à limoger tous les généraux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une étude sur terrain. Et nous devons croire à nos autorités qui sont là. Il y a les services de renseignement sur place. Nous devons croire à eux. Et le chef de l'État est en train de faire un travail de titan en arrière-plan juste pour booster les troupes. Et à ce moment ici, nous devons éviter les discours du genre à décourager notre armée, à décourager les troupes qui sont à l'est du pays parce qu'ils sont en train de travailler en collégialité. Ils sont en train de travailler ensemble. Je vous rassure que dans peu de temps, il y aura la pacification de l'est du pays. Nous devons croire au travail. Mais vous savez que Bounagan a fait pratiquement, si c'est 6 mois, 7 mois dans le main des rebelles. La guerre, nous savons quand ça commence et quand ça va prendre fin, nous ne connaissons pas. Il y a eu la guerre et ça continue au niveau de l'Ukraine. Quand est-ce que ça va commencer? La guerre reste la guerre. Et on ne peut pas venir ici, c'est aujourd'hui, c'est les faits qu'on sort. Non, ce sont des stratégies et des stratagèmes qu'on est en train de mettre sur pied. On ne peut pas déclarer oh non, la fin d'une guerre aujourd'hui seulement s'il n'y a pas de résolution, même dans les dialogues, même sur terrain. Il faudra qu'il y ait une certaine connexion entre les autorités qui sont sur terrain pour trouver une solution palliative et pacifier l'est du pays. Il faudra qu'il y ait la confiance. Ce qui nous manque, nous Congolais, il y a crise de confiance. Ceux qui ont quitté le pouvoir hier, ils sont là pour chercher l'échec des autres. Vous savez que si quelqu'un a une maladie, je ne sais pas moi, de l'échec, cherchera toujours à ce que vous aussi vous puissiez échouer pour qu'il se sente à l'aise. Mais avec le président de la République que nous avons, des pères et des mères, nous avons confiance à lui et qu'il va pacifier l'est du pays. Écoutez, ce qui se passe à Kinshasa, il vous faut combien de temps? C'est ce que je vous ai dit. La guerre a commencé. Il faudra un temps. Je ne sais pas si ça va finir demain. Mais nous avons confiance que l'est du pays sera pacifié. Je ne sais pas vous donner le temps. Parce que la guerre reste la guerre. Même la guerre mondiale, personne ne pouvait prophétiser pour qu'il y ait la fin de la guerre à telle date. Non, il y a eu un travail de titan, il y a eu des dialogues ça et là. Nous devons faire confiance à nos autorités. Évitons cette situation de l'opposition, des gens qui sont mécontents, qui veulent à tout prix gérer ces pays. Et pour continuer encore à piller les pays comme ils l'ont fait dans les passés. Rapidement, Maître Gauthier, pensez-vous qu'aujourd'hui, la solution peut provenir de l'extérieur? Est-ce qu'on a tendance à ignorer le vrai problème qui gangrène l'Est du pays? Merci pour votre question tellement pertinente. Cette question est l'essence, je pense, à mon avis, de cette guerre. Est-ce que la solution va-t-elle provenir de l'extérieur? Vous venez de le dire. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, vous avez tenté de répondre à cette question. Sur ce plateau, on a parlé de la mission onusienne. On a parlé des accords qui ont été conclus par les passés. On a tenté les pourparlers. On a initié des cessez-le-feu. Mais les résultats sur terrain laissaient toujours à désirer. Je le dis et je le redis, avec un sang patriotique, avec un esprit patriotique, de citoyen de ce pays. Je sais que les autorités m'entendront d'une manière ou d'une autre. Votre chaîne, c'est notre porte-étendard pour faire parvenir nos voix vers les décideurs. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une lutte effrénée du pouvoir pour asseoir simplement la vision. Nous sommes dans un état démocratique. Il y a des élections qui s'organisent. Je veux laisser ça sous l'obédience des autorités qui sont censées le faire. Mais aujourd'hui, la guerre à l'Est, qui doit la résoudre? Les Nations Unies n'ont pas su pacifier l'Est.
la mission la plus importante au monde, n'a pas su pacifier l'Est dans ce pays. Les accords avec le Rwanda, les accords avec l'Ouganda, je sais pas, le Burundi, n'ont pas réussi à pacifier l'Est. Il n'y a que les nationaux qui vont pacifier l'Est. Je suis tenté de reprendre cet esprit de Patrice Emery Lumumba qui disait tantôt qu'il faudrait que nous nous approprions notre destin à nous-mêmes, que nous prendrons nos propres décisions par nous-mêmes pour que le changement puisse avoir lieu, qu'on ne puisse pas déléguer nos problèmes, qu'on ne puisse pas les sous-traiter certains autres. Oui, nous sommes dans la région, je l'ai dit, mais ce conflit, monsieur le journaliste et monsieur mon co-débatteur, ne se résoudra que par les Congolais. Personne n'aimera cette patrie plus que nous. Personne ne l'aime plus que vous, plus que nous, Congolais. Parce qu'on parle de père et de mère et autre chose. Personne n'aimera cette patrie plus que les Congolais. Mais comme les Congolais ne sont pas du tout unis, ne voyez-vous pas que c'est facile de conclure un accord avec Kagame pour que la paix revienne dans l'Est? Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans le traquenard qui nous mène vers... je pense, le salut. Parce que je pense que nous sommes dans un tunnel et qu'au bout du tunnel se cache, le soleil va se lever. Je le pense honnêtement et je sais que cette guerre prendra fin dans ce pays. Elle ne va pas demeurer éternellement. Nous vivons paisiblement dans cette ville de Congolais. Avec qui? C'est ça les grands problèmes. Mais exactement. Avec les Congolais. Je n'ai pas envie de citer le nom d'une personne qui va terminer cette guerre. Ce serait une manœuvre trop hasardeuse. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Je ne peux pas me permettre de dire qui va terminer la guerre. Les Congolais unis, même dans la main. Mais le grand problème, c'est par quel mécanisme qu'on doit terminer cette guerre? Est-ce que pouvons-nous dialoguer un peu entre nous? Parce que si déjà les prémices ont été fausses, vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans cette émission, vous avez dit qu'il y a des gens qu'on a intégrés, réinsérés dans l'armée pendant qu'ils furent rebelles. Oui, je l'ai dit. Et aujourd'hui, je pense que ce conflit ne se résoudra que par les Congolais eux-mêmes. Et bien sûr, les accords ont échoué. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est évident. Même la diplomatie a échoué. Non, la diplomatie n'a pas échoué. La diplomatie, c'est pour nous. C'est cette clé de voûte qui va nous permettre de désactiver certaines portes fermées pour que nous puissions avoir accès à cette souveraineté. Mais d'abord, territoriale. Aujourd'hui, nous devons avoir à l'esprit que cette guerre, c'est nous-mêmes, Congolais, qui allons la terminer. Unis main dans la main, nous allons la terminer. Et il ne s'agit pas pour nous de la déléguer. Il ne s'agit pas d'aller conclure un accord, d'aller voir. Parce que, regardez un peu le paradoxe. J'ai envie de vous donner cette figure. Vous pensez que pour que vous soyez en paix chez vous, il faut venir me voir moi? Si c'est moi qui sème la terreur, il faudrait mettre fin à cette terreur tant qu'elle se pointe à vos portes. Et c'est ça qui doit être fait dans notre pays. Tant que cette terreur est à nos portes, est à nos frontières, nous devons y mettre un terme. C'est ainsi que nous aurons une paix ou un semblant de paix. Ça dépend de comment on voit les choses. Mais je ne pense en aucun cas qu'on va aller négocier. Mais on sent qu'il y a des Congolais qui sont impliqués dans la guerre de l'Est. Hormis le M23, il y a d'autres troupes qui sont en train d'assiéger notre territoire. Est-ce qu'il faut négocier avec toutes ces troupes-là? Pas du tout. Je ne suis pas pour la négociation. Eh bien, je vais reprendre l'adage d'Ernesto Che Guevara. Il a dit qu'il réservait 3 balles pour son prochain et 1 balle pour l'autre. Parce que vous savez, quand on veut vous infiltrer, quand je veux infiltrer votre maison, je vais commencer par être en contact avec un membre de votre famille, etc. Jusqu'à ce que je m'y installerai, je prendrai la place que je veux. C'est-à-dire à travers le Congolais. Ça veut dire que ces Congolais doivent être punis sévèrement. Il existe une justice dans ce pays. J'ai envie de voir le blason de cette justice être redoré pour voir certains faits et certains responsables des crimes être traqués devant les juridictions et être condamnés éventuellement. C'est ça qu'on attend de notre justice, c'est ça qu'on attend de notre pays. On n'attend pas que demain nous puissions dire c'est tel autre qui va régler ce conflit. On n'attend pas ça du tout. Pas du tout, nous n'attendons pas cela. Mais ne voyez-vous pas que aussi le monde s'est déjà désintéressé par rapport à la guerre de l'Est? Vu il y a des parlementaires devant le vice-premier président de l'Assemblée, là où il y a eu des élections pour voter si on peut sanctionner. Regardez le record que la RDC a apporté à sa faveur. Ça montre que le monde se désintéresse par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Alors aujourd'hui, je pense que Monsieur le Président a quelque peu
mis l'effet de projecteur sur ce pays. Je me permets de le dire, on ne va pas que tout rejeter en bloc. Je me permets de sa diplomatie à payer. Ce n'était pas arrivé sous les mandatures précédentes que le Conseil de sécurité, que l'Union européenne fasse des déclarations ouvertes parlementairement, impliquant le Rwanda dans cette guerre. C'est vrai que ça ne suffit pas d'impliquer le Rwanda, d'établir les responsabilités du Rwanda. Il en va bien évidemment de les engager aussi. Mais ce n'était pas arrivé avant. On doit quand même dire que ça constitue des avancées dans la résolution de cette guerre. Le Rwanda aujourd'hui sait qu'il n'a plus beaucoup de manœuvres pour venir nous inquiéter parce que il a été un peu démantelé dans une certaine mesure, même s'il rejette et nie tout en bloc. Voilà, l'État nous fait défaut directement, on est en train de terminer l'émission. Maître Don Ziata, on a pratiquement fait 1 heure du temps sur ce plateau. Votre mot de la fin par rapport à ces sujets qu'on vient de débattre? Moi, je crois que j'ai lancé un appel à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant, à tous les Lualabé, à tous les politiciens congolais. Ce n'est plus l'ère de condamner qui que ce soit, c'est l'ère de nous unir, de rester ensemble pour que nous puissions regarder l'ennemi qui est en face et les chasser. Parce que celui qui est là, s'il se sent abandonné, comment est-ce que nous allons encore nous sentir à l'aise dans ces pays? Ceux qui sont à l'est du pays, ils sont en train de vivre une situation très difficile, des atrocités chaque jour, des crépitements, des balles. Il n'y a pas à l'école, à l'est du pays, ils ont des problèmes de santé. Mais nous qui sommes ici au Lualaba, nous sommes très à l'aise, même ceux qui sont à Kinshasa. Vu que vous leur avez promis la paix jusqu'aujourd'hui. C'est le moment dont nous cherchons la paix. Nous devons éviter de fustiger le président de la République parce que c'est lui les symboles même de la souveraineté. Si nous-mêmes Congolais, nous ne savons pas protéger notre président, il sera négligé ailleurs parce que nous sommes là Congolais et que nous regardons notre président comme un ennemi. Comment est-ce que celui qui nous menace peut nous considérer? C'est le moment de rester ensemble. Nous devons éviter des discours du genre que l'autre là a mal fait et voilà, nous devons condamner l'autre. Restons ensemble. Et même les politiciens du Lualaba doivent comprendre qu'il faudra accompagner les chefs de l'État. Oui, nous avons besoin qu'il y ait des élections, mais on ne peut pas venir avec des discours populistes pour que vous puissiez passer aux élections. Des mois après demain, vous allez gérer ces pays, M. Chounard. Nous sommes encore jeunes, nous avons besoin de gérer ces pays. Nous voulons voir ces pays tels qu'on nous a légués par nos aïeux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons parler encore de la même superficie. Vous venez de le dire tantôt que Bunagana, jusque-là, c'est entre les mains des ennemis. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir bouter ces ennemis qui sont au niveau de Bunagana? C'est-à-dire, nos frères congolais à Bunagana doivent travailler. D'ailleurs, Maître Gauthier va donner des plaidoyers. Doivent travailler comme des gens de services de renseignement pour pouvoir aider aussi les pouvoirs en place. Afin voilà, rapidement, Maître Gauthier, on termine l'émission. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est plutôt des interpellations et des suggestions claires et sans équivoque. J'aimerais dire aujourd'hui à l'opinion publique, aux décideurs et à nous, peuples, que l'armée va résoudre ce conflit. Notre pays, nous sommes capables d'endiguer cette guerre et définitivement. Cela passe par plusieurs axes, notamment faire de notre armée une armée forte, l'équiper, la former, la rajeunir dans la mesure du possible, faire en sorte qu'il y ait des commandements clairs, pyramidal, qu'il y ait un commandement pyramidal pour que les ordres soient transmis de manière claire et limpide. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous approprier notre destin. Il n'appartient pas à un expatrié, à un étranger de venir restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Il faut ce sursaut d'orgueil, ce sursaut de citoyen pour redorer le blason de notre Congo, le blason de notre pays. Ça passe par le patriotisme, le vrai patriotisme, le patriotisme tant pour tous les citoyens. Et c'est très important aujourd'hui d'intérioriser le fait que nous devons être tous derrière l'armée pour que cette armée résolve ses problèmes. Et cela passe évidemment par des décisions qui doivent être prises par le gouvernement, lequel nous avons mandaté pour régler ces problèmes à notre place, puisqu'étant incapable, j'ai dit. Voilà, merci beaucoup en tout cas
À vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, maître Gauthier, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, monsieur Don Ziata, analyste des questions politiques dans la province du Lualaba. Merci, monsieur Chouna. En tout cas, madame, messieurs, vous également qui nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt, nous vous disons merci. Si vous nous avez bien suivis, sachez que l'émission a été soutenue par le restaurant 5 Payotte. Si vous voulez visiter cet endroit tellement relaxant, du 30 juin, en face de l'Institut technique à Mutoshi. C'est un endroit calme, fiable. D'ailleurs, j'invite mes deux invités qui sont avec moi sur ce plateau de visiter cet endroit. Vous ne serez jamais déçus. Nous nous retrouvons encore le dimanche prochain avec les débats. D'ici là, portez-vous bien et ciao.